mois après les attentats en France qui ont fait 17 morts, état des lieux d'un pays qui cherche à reconstruire son unité nationale dans un climat sécuritaire toujours pesant. Visite qualifiée d'historique de Vladimir Poutine en Égypte. Ce soir, le président russe veut combler dans cette région le vide laissé par la diplomatie américaine. Un vaste système de fraude fiscale mis en place par la banque HSBC. Il portait sur plus de 180 milliards de dollars en 2006 et 2007. Des milliers de clients en ont profité à travers le monde. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Un mois donc après ces attentats sanglants qui ont fait 17 morts en France, que ce soit chez Charlie Hebdo ou bien devant l'hypercachère de Vincennes. Vous le voyez, des milliers de personnes continuent chaque jour de déposer des fleurs et des marques d'hommage. La France tente d'oublier, de reconstruire son unité nationale, mais également de se protéger de nouvelles attaques. Tout cela donc dans un climat toujours très pesant autour de ce traumatisme. The President and our administration have been coordinating very closely with the French on FBI matters, intel, law enforcement across the board, and we will continue to make available any assistance that may be necessary. שירצו לעלות לישראל, יתקבלו על ידינו בזרועות פתוחות ובלב חם וחפץ. Alors on fait le point donc un mois après ces attentats de Paris, et justement il y a un mois jour pour jour se terminait donc cette prise d'otage sanglante et cet attentat dans l'hypercachère de Vincennes. Témoignage ce soir dans ce studio, j'accueille Laurence Saada, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Émilie Saada, votre fille est avec vous. Et votre mari et père était donc l'une des 4 victimes de cet attentat commis donc porte de Vincennes. Vous avez aujourd'hui été reçu par le président Rivlin de l'État d'Israël, un mois jour pour jour après ce drame. Ça signifie, Laurence Saada, qu'il y a en Israël, depuis le début de cette tragédie, tout un élan que vous avez constaté? Absolument, et c'est vrai que nous avons passé ici les 8 jours qui ont précédé le décès de mon mari, à partir du jour où il a été enterré le 13 janvier. Et pendant cette semaine-là, on a eu droit à des visites, à une foule de personnes, souvent des inconnus, qui venaient simplement nous présenter leurs condoléances, qui apportaient parfois quelque chose, qui nous demandaient s'ils pouvaient nous être utiles, qui nous laissaient une carte. Et ça a duré comme ça pendant toute la semaine. Et on se disait qu'au bout de 8 jours, les choses allaient sûrement retomber un petit peu. Et non, ça a continué jusqu'à aujourd'hui où le président de l'État d'Israël nous a reçus dans sa résidence avec ma fille, mon fils, mon beau-frère et moi-même. Émilie Saada, le président Rivlin vous a dit aujourd'hui, c'est un peu comme si votre père avait fait partie de notre famille. C'est ça, c'est ce que vous avez ressenti Exactement, depuis. Il a fait un discours très sincère. Il nous a présenté encore ses condoléances. Et il a dit que tout le peuple d'Israël pleurait la perte de mon père et des 3 autres victimes. Et on l'a senti très sincère. Il a dit qu'il nous soutenait, que c'était comme perdre un membre de sa famille, qu'il était désolé pour nous et qu'il continuerait à être présent encore dans les jours et mois à venir.
voilà, il nous a fait part de son soutien, de sa compassion, et ça faisait du bien parce que voilà, mon père il n'est pas mort en Israël, il n'était pas israélien, et c'est comme si finalement il était mort ici, et voilà, on a vraiment eu un soutien. Ça fait 1 mois jour pour jour qu'on a un soutien incroyable de la part d'Israël, du gouvernement. On a eu des ministres qui sont venus pendant les 7 premiers jours de deuil. Enfin, des membres de la Knesset qui sont venus. Et on a des gens du ministère qui viennent nous aider, qui nous demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soulager notre peine et notre douleur. Et voilà, ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment énormément de bien, et ça nous touche. Laurent Saada, quand vous ressentez cela aujourd'hui ici en Israël, est-ce que vous avez l'impression que c'est lié finalement à l'histoire de ce pays qui est jalonné malheureusement de drames tels que celui que vous vivez aujourd'hui ? Je vais vous raconter une anecdote. Cet été, mon mari et moi, nous étions ici au mois de juillet, au mois d'août. Nous avions décidé, connaissant parfaitement ce qui se passait ici, de venir parce que nos 2 enfants vivent ici. Et c'est le seul endroit où on avait envie d'être. Et spontanément, on a senti une espèce d'empathie, de solidarité. Et je pense que les mots ne sont pas assez forts pour exprimer ce qu'on a ressenti au moment de la guerre. Et mon mari et moi, qui ne vivions pas ici, on a eu envie, alors que justement on ne vivait pas ici, on arrivait un petit peu parachuté à ce moment-là, on a eu envie aussi de faire quelque chose. Et on s'est retrouvés à plusieurs reprises, Michel et moi, Émilie a pu nous accompagner quelquefois, dans des entrepôts qui se transformaient en endroits où on faisait... des colis pour les soldats, et on a pris, avec notre voiture, on est allé dans les hôpitaux déposer des sacs où il y avait des bonbons, des dentifrices, enfin des choses comme ça, alors que ces personnes, ces soldats qui étaient là, blessés, qu'on a en fait pas pu voir parce qu'ils étaient souvent dans un état très grave. On a juste déposé, on a pu croiser quelques familles, présenter aussi, dire notre soutien, et repartir. Et c'est exactement le parallèle que je fais avec ce qui s'est passé pendant cette semaine où on a vécu notre deuil ici, des gens qui ne nous connaissaient pas. Mon mari, comme l'a dit Émilie, ne vivait pas ici, il n'est pas mort ici. Et ces gens qui sont venus spontanément, un peu comme ce qu'on a fait, donc on s'est sentis pris dans le même, une espèce de solidarité, mais je ne sais même pas si le mot est assez fort, cette impression de faire partie d'un tout, d'une famille. Et quand je lisais le nom des soldats blessés, des choses comme ça me faisait, alors que je ne les connaissais pas, j'avais envie de faire quelque chose, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti ici. Aujourd'hui, parce que vous viviez déjà ici, Émilie, et c'était votre projet à vous et votre mari, Laurent Saada, est-ce que vous avez une rupture finalement qui s'opère très brutalement aussi avec la France, puisque vous êtes venu, Laurent Saada, dès que ce drame a survenu, vous êtes venu ici en Israël. C'est une rupture très brutale aussi peut-être avec la France? C'est une rupture très brutale avec la France. Oui, parce que la France, c'est pour moi, pour mon mari, c'est un pays laïque qui avait quand même devoir de protéger ses citoyens, quels qu'ils soient. Et je pense que quelque part, la France a failli à son devoir, même si Madame Taubira a quelque part, de façon implicite, reconnu ce manquement. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis en colère. Je suis profondément bouleversée parce que ma vie a basculé, notre vie a basculé dans l'horreur qu'aucun mot, d'une façon tellement brutale qu'aucun mot ne peut décrire comment ma vie a été bouleversée. Et oui, je suis en colère parce que me dire qu'au XXIe siècle, dans un pays comme la France, se faire assassiner alors que mon mari ne portait même pas de kippa sur la tête, c'est-à-dire qu'il a juste été faire ses courses dans un supermarché cachère, acheter le pain de Shabbat, et qu'il s'est fait assassiner parce qu'il était juif. Oui, ça c'est quelque chose qui
qui a provoqué au moins une rupture assez brutale, mais on avait déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, on était là en été, et on a vu les slogans de mort aux Juifs, on a vu les croix gammées sur la place de la République quand même, donc des symboles bafoués comme ça. Et cette parole antisémite qu'on a permise, autorisée, je veux dire, il y avait déjà eu chez nous quelque chose d'assez, un sentiment, un malaise qui nous faisait vraiment nous poser beaucoup de questions quant à la protection du citoyen juif en France. Émilie, c'est votre sentiment aussi? Est-ce que c'est pour ça d'abord que vous avez voulu venir en Israël? Est-ce qu'il y a vraiment, vous avez vu monter ce sentiment d'antisémitisme en France? Alors, non, je ne suis pas venue du tout en Israël par peur ou pour fuir la France, pas du tout. Je suis venue en Israël parce que j'aime ce pays. Vraiment, je l'aime, j'y crois. Je pense qu'on a un avenir ici. Je pense que les Juifs ont un avenir ici. Ils ont leur place ici, on a besoin d'eux. Et voilà, en fait, mon père, c'était un vrai amoureux du pays. Et il a acheté il y a presque 10 ans maintenant. Donc avant Ilan Halimi, voilà, avant le début d'actes forts antisémites. Et il a acheté par amour du pays, parce qu'il aimait y être. Il avait de la famille ici, ça lui plaisait. Il nous a fait aimer ce pays, en fait. On est venu plusieurs fois et petit à petit, j'ai développé un lien fort avec Israël. Et voilà, et je me suis dit que je voulais venir vivre ici, je voulais tenter ma chance. Donc j'ai bien réfléchi, j'ai programmé mon alia, et voilà, je suis là depuis 1 an et demi, je regrette pas du tout, et je remercie mon père parce que quelque part c'est grâce à lui que mon frère et moi, et à ma mère bien sûr, que mon frère et moi on a pu s'installer ici parce qu'il nous a aidés, et voilà, il nous a transmis cet amour du pays. Mais je suis vraiment pas partie par peur parce que j'aime la France, je suis française, j'ai une culture française. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai du mal à reconnaître cette France quelque part. Ça me fait mal parce que pour moi la France, elle a pris mon père, elle a pris une partie de moi. Mais voilà, je suis ravie d'être ici, et encore plus aujourd'hui, je me dis que j'ai fait le bon choix, et voilà, je suis contente d'être là, et voilà, et je suis vraiment venue par amour du pays parce que mon père est amoureux du pays et qui m'a transmis ça. Je voulais juste qu'on revienne d'un mot sur la manière dont vous avez appris ce drame et ce qui s'était passé, parce que c'est vrai qu'il y avait des informations contradictoires qui circulaient juste après cette prise d'otage, et vous avez cherché des informations qui ne sont pas venues à vous. Alors, si vous permettez, c'est quelque chose qui m'est un petit peu difficile d'évoquer maintenant encore. Donc je vais laisser peut-être Émilie vous raconter le déroulement de la façon dont ça s'est passé. En fait, mon frère et moi, on était en Israël. Voilà, on suivait ce qui se passait en direct, et bien évidemment, j'étais en ligne avec ma mère. On était en ligne avec ma mère constamment. Et en fait, on était dans l'attente. Voilà, on a attendu. Ma mère était avec ses amis et sa famille. On attendait. Quand il y a eu l'assaut, ma mère a dit, elle n'a plus tenu, et elle a dit on se rend porte de Vincennes. Donc elle s'est rendue avec son frère et sa belle-sœur et des amis, et ils sont tombés sur des policiers qui leur ont dit... Elle s'est présentée comme femme d'un otage ou pire, qu'elle n'avait pas de nouvelles depuis 13 heures, et qu'elle voulait savoir ce qui se passait, où il était, s'il était blessé ou autre. Et les policiers qui ont sûrement fait leur travail ou pas ont simplement dit rentrez chez vous, on ne peut pas vous dire, on ne vous dira rien. Donc rentrez chez vous dans quelques minutes ou heures, il y aura un numéro de crise, appelez et vous aurez les renseignements. Donc ma mère est repartie, mais heureusement qu'elle était entourée, parce que ils l'ont pas prise en charge. Ils se sont pas chargés ils se sont pas occupés d'elle, donc elle est rentrée. Et sur le chemin, ma tante a téléphoné au commissariat de Vincennes en expliquant que c'était la belle-sœur, qu'on n'avait pas de nouvelles depuis 13 heures, et elle a dit donnez-moi le nom. Donc elle a dit François-Michel Saada. Il y a eu un blanc, mais court, mais assez long pour comprendre qu'il y avait quelque chose. Elle l'a fait répéter, redites-moi son nom, François-Michel Saada.
un blanc encore. Et là, elle lui dit on sait pas, on vous rappellera s'il y a quelque chose. Et en fait, entre-temps, il y a une amie de ma mère qui est restée, qui a vu à la télé le numéro de crise. Elle a téléphoné et là, elle a demandé, on lui a annoncé qu'effectivement mon père faisait partie des victimes. Et comme 15 minutes après, la police a téléphoné en voulant parler à ma mère. J'ai le regret de vous annoncer que, mais c'est mon oncle qui a pris le téléphone. Il a dit merci, on sait déjà. Donc je pense qu'il y a un réel problème. Je pense que c'est pas normal que ce soit à nous de téléphoner pour savoir si mon père faisait partie des victimes. Et je pense qu'ils auraient dû être pris en charge. Moi, j'étais choquée au téléphone. Je disais mais c'est pas possible, on vous garde pas, on vous dit rien. Non, on nous a dit de rentrer chez nous, on sait pas, ils savent pas, ils veulent pas nous dire. Voilà, je pense qu'il y a un... Donc il y a un contraste avec ce que vous avez vécu ici finalement quand vous êtes arrivé en Israël. Tout à fait, tout à fait. C'est, j'allais dire, c'est le jour et la nuit. Ici, on a été, dès que notre voyage a été organisé, on a été soutenus, les gens étaient là, nous ont entourés, ont été présents. Voilà, j'ai pu assouvir ma peine, entourer et comme protéger. Alors qu'en France, je veux dire, heureusement que ce jour-là, mon frère et ma belle-sœur étaient avec moi porte de Vincennes et que des amis m'avaient été chez moi à ce moment-là parce que c'est difficile à dire, mais je l'avais senti malheureusement tout de suite. Et donc, quand je m'adressais aux policiers, je ne demandais même pas les blessés. Je disais, je suis Madame Laurence Saada, je veux juste savoir si mon mari fait partie des victimes. Et on m'a dit, Madame, ça ne sert à rien de rester ici, rentrez chez vous. Un numéro va s'afficher et sinon on vous contactera. Donc, heureusement que je n'étais pas seule à ce moment-là. Et quand je suis rentrée chez moi, voilà, on avait eu l'information par une amie et après, évidemment, le coup de fil est venu, mais évidemment, il est venu lorsque j'étais au courant. Et voilà, c'est mon frère qui a pris ce coup de fil. Mon mari était quelqu'un de généreux, d'altruiste et il avait, quand il était ici, il cherchait toujours un appartement pour un copain. Il avait envie que les gens qui l'entouraient viennent ici parce qu'il s'y sentait tellement bien que c'était pour lui une évidence de faciliter la venue de nos amis. Et puis il y a juste une petite chose que je vais vous raconter. Voilà. Je travaille depuis 15 ans en hôpital psychiatrique en région parisienne. Et mon mari n'est jamais venu sur mon lieu de travail à tel point qu'il ne connaissait même pas mon adresse exacte, l'adresse exacte de mon lieu de travail. Et ce vendredi matin, par un concours de circonstances, on s'est téléphoné à l'heure de la récréation. Et j'avais des choses que je ne pouvais pas porter, enfin des choses. Et puis il m'a dit, tu sais, je vais venir te voir. Donne-moi l'adresse, je la rentre sur le GPS et je viens te voir. Et mon mari est venu le vendredi 9 janvier à 12h25. On est resté 5-10 minutes dans la voiture. Chose, je vous dis, c'est la première fois qu'il venait. Et puis c'est la dernière fois que je l'ai vu. Merci beaucoup, Laurence Saada. Voilà. C'est la première fois que vous vous exprimiez. Merci de l'avoir fait dans ce studio d'i24 News. Merci, Émilie Saada. Alors, vous parliez justement de ce sentiment qui peut aujourd'hui exister chez les Juifs de France, qui sont apparemment eux aussi en plein questionnement. Et il y a eu d'ailleurs de plus en plus, en tout cas, d'appels lancés également par l'État d'Israël à ces Juifs de France pour venir émigrer en Israël. C'est le cas encore hier soir à Jérusalem, avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou en pleine campagne électorale. C'est un reportage de Maël Benoliel. C'est sous les ovations que le Premier ministre en campagne fait son entrée telle une rockstar. Environ 300 francophones ont répondu présents à l'invitation de Benjamin Netanyahou et de son parti, le Likoud. Une soirée électorale spécialement organisée pour la communauté française vivant en Israël et une véritable opération de séduction de la part du principal favori de ces prochaines élections législatives.
Je suis très heureux d'être avec vous ici ce soir. J'apprécie beaucoup votre soutien. Le Premier ministre s'est adressé en hébreu à une salle comble pendant une vingtaine de minutes. Un mois après les attentats qui ont frappé Paris, il a rappelé que c'est en représentant de tout le peuple juif qu'il a participé à la marche républicaine. J'ai entendu le message des Français dans leur ensemble dire au monde « Je suis Charlie ». Mais le véritable test pour nous est que chaque juif puisse sortir dans la rue et dire « Je suis juif ». Je suis juif. Il faut le dire sans équivoque, une vague d'antisémitisme déferle sur le monde. L'antisémitisme est plus que jamais présent dans une combinaison de forces anciennes et nouvelles menées de front par l'islam radical. Il est impossible de ne pas s'en rendre compte. Et Benyamin Netanyahou le clame haut et fort, la place des Juifs se trouve en Israël. Je voudrais avant tout que vous délivriez le message aux Juifs de France et de diaspora que nous les voulons ici, en Israël. Nous n'avons jamais abandonné le rêve sioniste. Un discours bien rodé dans lequel Benyamin Netanyahou n'a pas hésité à s'en prendre à ses principaux rivaux, à moins de 5 semaines des élections législatives. La principale question de ces prochaines élections est de savoir qui va pouvoir tenir tête à l'Iran et à la communauté internationale. Le Likoud, dont je suis à la tête, ou le parti de gauche de Tzipi et Bougie. Je pense que j'ai ma réponse. Son discours, bien qu'incompréhensible pour une bonne partie de l'auditoire, a pourtant fait mouche. Il a une telle manière de nous parler directement, même s'il parle en hébreu, on est tout de suite, on sent qu'il nous représente en tant que peuple juif. Et voilà, non, il a confirmé sa vision forte pour l'État d'Israël et aussi sa volonté de faire venir le plus de Juifs en Israël et en particulier depuis la France. C'est donc devant un public conquis que le candidat en campagne Netanyahou s'est exprimé. C'était la première fois qu'un Premier ministre s'adressait de la sorte à la communauté francophone israélienne en période électorale. Voilà donc pour effectivement ce qui est devenu aussi un thème de campagne en Israël. Alors Daniel Haïk, bonsoir, analyste politique sur i24 News. C'est vrai qu'on regarde aujourd'hui, un mois après, il y a un mouvement qui est observé en France, justement auprès de cette communauté juive de France après ces attentats. Oui, il y a très nettement un changement. On pourra parler d'un avant 9 janvier, après le 9 janvier, dans la communauté juive de France. C'est vrai qu'il y a eu déjà des traumatismes marquants dans cette communauté, avec l'assassinat d'Ilan Halimi, avec la tuerie de Toulouse du 19 mars 2012. Mais là, il y a quelque part quelque chose qui est en train de se produire et qui risque de bouleverser la vie de la communauté juive de France, parce que quelque part, si l'on doit s'en référer aux pronostics, en tout cas aux estimations, il y a entre 2013 et 2014 10 000 juifs de France qui ont décidé de monter, d'immigrer en Israël. Il y en a au moins autant prévu pour l'année 2015. Cela veut dire qu'il y a 20 000 juifs qui vont quitter la France en 3 ans. 20 000 juifs, il faut comprendre que c'est quasiment le noyau dur de la communauté juive, et que ce sont des juifs qui sont très actifs dans la synagogue, ce sont des juifs qui sont très actifs, qui envoient leurs enfants dans des écoles juives, ce sont des juifs qui en général mangent cachère ou vont dans les restaurants, et donc quelque part leur départ va d'une manière ou d'une autre affaiblir cette communauté qui va devoir retrouver d'autres formes de structures, se réadapter. Je vous donne un exemple. Dans les écoles juives, déjà, les directeurs d'école sont unanimes. Il y a une baisse de 10% de la fréquentation des écoles juives qui est affichée complet pendant les 20 dernières années. Il y a une baisse de 10% dans la fréquentation des écoles juives l'année dernière. Il y a déjà une baisse attendue pour la prochaine année scolaire. Et donc, il va falloir que ces écoles juives tiennent compte de ce changement. Il y a effectivement une atmosphère dans la communauté juive de France qui est une atmosphère, on va dire, de départ.
je parlais avec des responsables de la communauté qui disaient qu'une partie des leaders de la communauté déjà envisagent leur départ. Ce ne sont pas des gens, on va dire, de simples fidèles de la communauté, mais ce sont des leaders qui envisagent de quitter, de s'installer en Israël. Si les structures, si le leadership de la communauté est en train d'envisager un départ, eh bien cela veut dire que la communauté là aussi va devoir se réorganiser. Je ne parle pas des problèmes de sécurité qui fait que jusqu'à présent il y a ces militaires qui ont été, on va dire, adoptés par la communauté de manière assez chaleureuse. On peut le voir sur les réseaux sociaux. Mais que va-t-il se passer après, lorsque ces forces de sécurité ne seront plus devant les écoles juives, devant les synagogues, voilà, devant les lieux juifs. Tout cela inquiète beaucoup la communauté. J'en veux pour preuve, il y a eu hier à Paris, il y a eu une foire, on va dire un salon spécial de la Aliyah des jeunes, et il y a eu une affluence sans précédent. Je parlais avec le responsable de ce salon qui m'a dit on n'a jamais vu ça. Il y avait entre 8 et 10 000 personnes, 10 000 jeunes qui sont venus, 10 000 jeunes de la communauté juive de France à Paris qui sont venus pour s'intéresser aux différents programmes que leur offre l'agence juive, que leur offre l'État d'Israël pour venir ici s'installer, faire venir ici, en tout cas dans un premier temps, découvrir l'État d'Israël, et puis après envisager de s'installer, de faire ce que l'on appelle la Aliyah et de s'intégrer dans la société israélienne. Donc il y a un véritable changement, il y a une véritable ambiance de tension dans la communauté, même si effectivement, c'est-à-dire les forces de sécurité peuvent rassurer, mais sur le fond, il y a de plus en plus de gens qui envisagent de quitter la France, de plus en plus de juifs, et en particulier chez les jeunes, de quitter et de venir s'installer en Israël. Je ne parle pas de ceux qui aussi envisagent de quitter la France et pour s'installer dans d'autres pays où on peut dire l'atmosphère est peut-être plus sereine qu'à Paris. Malgré donc les efforts faits par le gouvernement depuis en dépit de ces efforts, c'est-à-dire personne ne nie les efforts investis par les forces de sécurité françaises, par la République pour protéger la communauté, mais il y a un climat qui a été créé par cette situation qui fait qu'aujourd'hui, même si les autorités veulent combattre les islamistes, les cellules islamistes, quelque part dans la communauté juive de France, on a le sentiment qu'elles n'ont pas véritablement la capacité, et que quelque part aujourd'hui, si on veut retrouver une forme de sérénité, eh bien, il faut venir s'installer en Israël. Merci beaucoup Daniel Haïk pour ces précisions. Dans un instant, on évoquera cette fois les autres aspects de ces attentats, l'enquête à la fois sur donc la tuerie qui a eu lieu à Charlie Hebdo, la policière assassinée à Montrouge, et puis donc l'hypercachère, et puis effectivement les conséquences politiques qu'ont eu ces attentats, avec là aussi un Front National qui en sort renforcé. On marque une toute petite pause et la suite donc du Grand Direct dans un instant. À tout de suite. Un mois après les attentats en France qui ont fait 17 morts, l'état des lieux d'un pays qui cherche à reconstruire son unité nationale dans un climat sécuritaire toujours pesant. Nous ferons le point dans un instant. Visite qualifiée d'historique de Vladimir Poutine en Égypte ce soir. Le président russe veut combler dans cette région, le Moyen-Orient, le vide laissé par la diplomatie américaine. Un vaste système de fraude fiscale mis en place par la banque HSBC. Il portait sur plus de 180 milliards de dollars en 2006 et 2007. Des milliers de clients en ont profité à travers le monde. C'était donc il y a tout juste un mois le dernier des 3 attentats sanglants qui ont visé Paris. Celui de l'hypercachère qui avait fait 4 morts, 4 membres de la communauté juive française tués donc dans cet hypermarché. Justement aujourd'hui, un mois après, un homme de 38 ans a été interpellé par la police devant l'hypermarché Quinchère de Vincennes alors qu'il tentait de mettre le feu à un drapeau israélien. État des lieux aujourd'hui donc d'un pays qui se cherche encore autour de ce traumatisme. C'est avec Maxime Pérez. Il y a un mois, un attentat sanglant mené à la Kalachnikov décimait la rédaction de Charlie Hebdo. Depuis la petite rue parisienne où se trouvent les locaux du journal satirique est devenu un lieu de mémoire spontanée. Fleurs, messages, bougies, un hommage que l'on retrouve également porte de Vincennes où l'hypercachère est restée fermée depuis la tragédie du 9 janvier. Elle avait fait 4 morts parmi les otages, 4 sur les 17 victimes qu'ont fait les attentats de Paris. Un mois après, la France n'est plus en état de choc, mais a appris à vivre sous la menace terroriste
Elle doit y faire face sur tous les plans. L'enquête sur les attentats de Paris se poursuit et elle est complexe. Depuis janvier dernier, plus d'une dizaine de personnes ont été interpellées et le réseau des 3 terroristes semble toujours plus vaste. Un suspect djihadiste lié aux frères Kouachi a déjà été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Oui, je suis content d'être en France. Il a été arrêté en Bulgarie juste avant qu'il ne s'envole pour la Syrie. 2 autres proches des frères Kouachi ont aussi été appréhendés à la frontière turco-syrienne et 3 autres ont réussi à entrer en Syrie avant les attaques. Parmi eux, la compagne d'Amedi Koulibaly, Hayat Boumedienne, ici filmée à l'aéroport d'Istanbul. Au minimum, toutes ces personnes ont porté une assistance logistique aux responsables des attentats de Paris. Plan Vigipirate renforcé sur tout le territoire français et dans les lieux sensibles comme les aéroports. 5000 militaires déployés devant les synagogues et les centres communautaires juifs. La France doit s'habituer à vivre sous haute sécurité. Il s'agit d'une opération militaire. Et c'est la raison pour laquelle elle a un nom d'opération militaire. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle les Sentinelles. Désormais, l'état d'alerte est quasi permanent. En témoigne cette attaque à Nice la semaine dernière. 3 militaires ont été blessés au couteau par un individu dénommé Moussa Koulibaly. Le parquet antiterroriste a été saisi. Pour la branche d'Al-Qaïda au Yémen, qui a revendiqué l'attaque de Charlie Hebdo, la France endosse l'habit du grand Satan, d'ennemi numéro 1 de l'islam. Un véritable casse-tête en perspective pour les services de renseignement français, débordés par la traque de leurs ressortissants de retour du djihad en Syrie. Il serait plus d'1 millier, autant de bombes à retardement. Et si la situation actuelle profitait à l'extrême droite, le Front National ressort de toute évidence comme le grand gagnant de ce climat de peur qui s'est installé en France. Et les sondages parlent pour lui. À 2 ans des élections présidentielles de 2017, la présidente du FN, Marine Le Pen, caracole déjà en tête du premier tour. Je pense que les attentats consolident la confiance de beaucoup de Français dans le Front National pour une raison simple, c'est que le Front National a fait le bon diagnostic depuis de nombreuses années. Il a eu le courage, souvent seul contre tous d'ailleurs, d'évaluer le danger du développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Un avertissement sans frais pour le PS et l'UMP, même si le sort des présidentielles paraît encore loin d'être scellé. Alors on est en ligne à présent avec Laurent Geoffrin, le directeur de la rédaction du journal Libération. Bonsoir Laurent Geoffrin. Vous m'entendez bien? Allô? Oui voilà, je vous entends. Bonsoir Laurent Geoffrin. Alors je voulais avoir avec vous déjà, parce que vous avez été touché de très près évidemment par ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, l'un de vos journalistes figurait parmi les blessés. Vous avez accueilli l'équipe de Charlie Hebdo. Un mois après, est-ce que vous avez l'impression que toute cette vague d'élan qu'il y a eu envers ce journal va lui permettre de continuer à diffuser, à être publié, parce qu'il y a encore de l'incertitude? Sur le plan matériel, il n'y a aucun doute. Les manifestations de solidarité, y compris sur le plan financier, ont été énormes et le journal maintenant n'a plus de souci d'argent. Si vous voulez, il a le financement pour poursuivre son activité pendant des années. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. La difficulté, elle est plutôt psychologique. C'est que l'équipe a été tellement traumatisée qu'elle est maintenant hésitante et évidemment, comment dire, un peu angoissée sur l'avenir. C'est difficile de se dire qu'on va vivre désormais sous protection policière pendant des années et qu'on court des risques en permanence. Parce qu'ils sont vraiment ciblés directement. C'est pas seulement une menace diffuse, celle du terrorisme qui touche à peu près toute la population. Là, c'est vraiment des gens qui sont dans le collimateur du terrorisme. Donc, c'est difficile à vivre. Ça, c'est vrai. Laurent Geoffrin, aujourd'hui, un mois après, est-ce que vous avez l'impression que la France se relève? Parce qu'il y a eu cette marche, effectivement, quelques jours après, qui avait semblé regonfler, revivifier le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela n'est pas un peu retombé? Si, mais ça, c'est un peu normal. C'est pas une manifestation qui peut changer un pays. C'est pas... ce qui est important dans la manifestation, c'est que ça exprimait l'intériorisation d'un certain nombre de valeurs démocratiques qu'on pensait un peu effacées ou un peu oubliées. Les gens ont dit de manière très spectaculaire et très, très solennelle l'affection, au fond, qu'ils avaient pour les principes de leur République. Mais ensuite, la vie reprend ses droits et l'effet des attentats... il est double. D'un côté, ça a effectivement révélé une certaine forme de civisme. On le voit encore aujourd'hui.
soit dans les sondages, soit dans le calme, une sorte de sérénité qu'il y a vis-à-vis des mesures de sécurité qu'il faut prendre contre le terrorisme. Les gens, il n'y a aucune protestation contre ça. Au contraire, les gens sont très déterminés, quoi. Et en même temps, ça a révélé des fractures importantes, des fractures dans les banlieues, notamment parce qu'il y a une partie de la jeunesse française, souvent de culture musulmane. Alors c'était une minorité, mais elle était quand même importante, qui ne se reconnaît pas dans ces valeurs communes et qui est touchée par l'antisémitisme, qui est touchée par la propagande islamiste. Et donc c'est un souci important, en tout cas dans ces quartiers-là, dans ces zones-là. Et puis, il y a une autre partie de la population qui est confortée dans l'idée qu'il faut prendre des mesures extrêmement fermes contre l'immigration et donc qui se tournent vers le Front National. Donc vous avez les deux mouvements. Merci beaucoup Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du quotidien Libération, pour ce témoignage en direct. Le président russe Vladimir Poutine effectue une visite qui est qualifiée d'historique ce soir en Égypte, au moment où la Russie cherche sans doute à combler le vide laissé par la diplomatie américaine dans toute cette région. Cette visite du président russe coïncide en tout cas avec une nouvelle flambée de violence au Caire, où une vingtaine de supporters d'un club de football ont trouvé la mort hier soir dans des clashs violents avec la police. Des incidents ont même eu lieu aujourd'hui lors des obsèques de plusieurs de ces victimes. Léa Berdugo. Le football connaît un nouveau drame en Égypte. Dimanche soir, 19 personnes sont mortes lors d'affrontements entre des supporters du club de Zamalek et la police. Les incidents se sont déroulés à l'entrée d'un stade au Caire avant le début du match. Selon le gouvernement, les victimes sont mortes écrasées dans une bousculade. Mais cette version est contestée par des supporters et des témoins. Ils accusent les forces de l'ordre d'avoir tiré des grenades lacrymogènes et même d'avoir ouvert le feu à coups de chevrotine sur la foule compacte. Des Égyptiens pris au piège entre des barrières à l'entrée du stade. Ce drame intervient 3 ans après la mort de 74 supporters à Port Saïd dans le nord de l'Égypte. Selon des témoins, la police avait laissé sciemment s'affronter les fans de 2 clubs rivaux. Les forces de l'ordre avaient alors été accusées de se venger sur des groupes de fans. La raison, leur participation à la révolte populaire chassant le président Moubarak en 2011. Le match de dimanche soir était le premier auquel les fans pouvaient assister depuis 2012. Un huis clos était auparavant imposé sur toutes les rencontres du championnat. Cette compétition a été suspendue sans limite de temps par le gouvernement. Le drame de dimanche intervient alors que la police égyptienne réprime systématiquement les manifestations de l'opposition islamiste, mais également laïque et libérale. Depuis la chute de Mohamed Morsi en juillet 2013, plus de 1400 manifestants pro-Morsi ont été tués. À Gaza, l'armée israélienne vient de procéder à la destruction d'un tunnel terroriste qui débouchait sur le kibbutz de Nahal Oz dans le sud d'Israël. Il avait été découvert lors de l'opération Bordure Protectrice l'été dernier. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau tunnel creusé par le Hamas. L'armée syrienne, elle, a mené de nouveaux raids contre les rebelles autour de Damas aujourd'hui, faisant une quinzaine de victimes. Quant à l'Irak, il semble qu'elle se prépare à une offensive terrestre de grande envergure pour récupérer les territoires conquis par l'État islamique sur le sol irakien. Mathias Inbar. La coalition internationale est plus forte que jamais. Le ton se veut sévère. John Kerry annonce être en mesure de remporter la guerre contre l'État islamique. Et si John Kerry confirme qu'il doit y avoir des troupes engagées au sol pour assurer une victoire sur Daesh, le secrétaire d'État américain de préciser que ces forces ne seront pas américaines, ni britanniques et encore moins françaises, mais bien irakiennes. Barack Obama s'est toujours prononcé contre le retour de ses soldats, les fameuses « boots on the ground », sur un sol étranger après les retraits américains d'Irak et d'Afghanistan. Mais face aux assassinats des récents otages occidentaux et l'émolation par le feu du pilote jordanien, les États-Unis auraient décidé de monter d'un cran les combats contre les djihadistes. Les entraînements des soldats irakiens se seraient récemment intensifiés, et ce pour faire face à tous les scénarios d'une guerre ouverte contre Daesh. Combats urbains à l'aide d'unités d'élite et de snipers, déplacements de troupes, opérations conjointement menées dans les airs et au sol, notamment à Mossoul, place forte de Daesh en Irak. Et pour ce faire, le camp républicain demande à l'administration américaine de délivrer des armes plus sophistiquées aux militaires kurdes, Peshmerga, ce que refuse pour l'heure la Maison-Blanche. Ce n'est pourtant qu'un détail, affirme de son côté le général John Allen, chef de la coalition internationale contre Daesh. Le meurtre du pilote jordanien nous a galvanisés, a-t-il déclaré.
Ce n'est pour lui qu'une question de semaines avant que l'Irak ne se lance massivement dans une opération terrestre. Et l'armée américaine qui a ciblé ce matin en Afghanistan un véhicule où se trouvait un chef taliban ayant récemment fait allégeance à l'État islamique. Il a été tué avec 7 autres de ses complices donc par un tir de drone. Le Nigeria espère aussi en avoir fini d'ici quelques semaines avec les principales bases de Boko Haram dans le nord de son pays. L'action conjuguée de plusieurs armées africaines redonne donc de l'optimisme au pouvoir nigérian. Mais Boko Haram a mené de nouvelles attaques, notamment au Niger aujourd'hui. David Klezewski. Au Nigeria, plusieurs candidats s'affrontent, mais une seule femme figure parmi les prétendants au poste de président. Elle s'appelle Remi Sonaya et fait ici campagne auprès de réfugiés. Les gens dans notre environnement ne s'attendent pas à ce que les femmes soient non seulement en politique, mais aussi aux places dirigeantes. Chercher à être dirigeante, c'est très difficile, mais je le fais. Mais pour gagner, encore faut-il que des élections aient lieu. Le scrutin a été repoussé de 6 semaines. Motif invoqué, les violences contre Boko Haram. Les forces de sécurité ont été mobilisées sur le front, laissant l'organisation du vote sans protection. Tous les habitants ne croient pas à cette version. Depuis combien d'années cette insurrection dure? Depuis 6 ans. Qu'est-ce qui sera fait en 6 semaines? Nous ne soutenons absolument pas le report de cette élection. Ce n'est pas la sécurité. Ils planifient quelque chose de mauvais là-dedans. Nous en sommes désespérés. Au total, 14 candidats sont en lice pour la présidentielle. Mais seuls 2 d'entre eux se démarquent. L'actuel chef de l'État, Jonathan Goodluck, en compétition avec l'ex-général Buhari, 72 ans, sous les couleurs de la principale formation d'opposition. La Russie n'a pas le droit de redessiner les frontières à coups de pistolet. C'est ce que vient de déclarer Barack Obama, le président américain, qui reçoit en ce moment à la Maison-Blanche la chancelière allemande Angela Merkel. Les Américains qui, réaffirment-ils, ne vendront pas d'armes à l'Ukraine tant que la diplomatie a encore une chance. Et justement, on s'interroge toujours sur la tenue de ce sommet prévu à Minsk mercredi prochain, à l'initiative de la France et de l'Allemagne, entre les Russes et les Ukrainiens pour tenter de sortir de ce conflit. Elsa Mourgue. Une confirmation sans effet pour le moment. Si l'Union européenne a annoncé ce lundi la mise en œuvre de nouvelles sanctions contre la Russie, elle reporte sa mise en place au 16 février prochain. Une décision motivée par la volonté européenne de laisser une chance à un accord diplomatique entre Kiev et Moscou. Car dans 2 jours, un nouveau sommet devrait se tenir à Minsk, un sommet que beaucoup surnomment celui de la dernière chance. S'il s'inscrit dans la droite ligne des précédentes rencontres, il prévoit une plus large autonomie des régions rebelles. Il retiendrait notamment la ligne de front actuelle et prévoirait une zone démilitarisée de 50 à 70 km de large. Les membres de l'Union espèrent que cette nouvelle rencontre aboutira à un accord, mais ils ne comptent pas céder face à Moscou. Nous devons rester clairs et unis dans notre position contre l'agression russe en Ukraine. Nous sommes ravis qu'il y ait des négociations et des discussions en cours, mais jusqu'à ce que nous ayons des preuves du retrait des troupes, de la fermeture de la frontière, de l'arrêt de la circulation des armes, nous ne pouvons pas relâcher la pression sur la Russie. Nous devons rester inflexibles jusqu'à ce que les mots se transforment en actes. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel est à Washington. Le but présenté à Barack Obama, le plan de paix élaboré avec François Hollande. Mais les États-Unis ont un autre plan. Ils envisagent plus que jamais de livrer des armes létales à l'armée ukrainienne. Car sur le terrain, le bilan des hostilités ne cesse de s'alourdir. Les attaques des séparatistes se sont notamment intensifiées près de la ville clé de Debaltsev, où les rebelles essayent d'encercler l'armée ukrainienne. Et les autorités de Kiev l'affirment, 1500 soldats russes seraient entrés dans le pays ce week-end. Des combats de plus en plus violents et qui pourraient faire durcir le ton à la Russie, mais aussi à l'Ukraine, lors de la rencontre de mercredi. On passe à l'économie tout de suite. Avec les révélations de plusieurs quotidiens internationaux, dont Le Monde en France, qui publie le détail d'un vaste système de fraude fiscale internationale mis en place par la banque HSBC. Fraude estimée à plus de 180 milliards de dollars pour les seules années 2006 et 2007, et dont plusieurs célébrités auraient profité à travers le monde. Leslie Rezoug. Plus de 180 milliards de dollars, c'est le montant astronomique de la fraude fiscale révélé ce lundi par le quotidien Le Monde.
Entre novembre 2006 et mars 2007, cette somme record aurait transité par la filiale suisse de la banque HSBC. Les comptes de plus de 100 000 clients seraient concernés. Des clients qui, approchés par des responsables de l'établissement, étaient encouragés à dissimuler leur argent grâce à quelques 20 000 sociétés offshore. Impossible de retrouver leurs traces, seul HSBC était en mesure de connaître l'identité des clients transformés en code et en prête-nom. Et les méthodes qui ont été appliquées pour les clients français ont été appliquées pour les clients dans le monde entier, à savoir que la banque ne s'est pas contentée, on va dire, de fermer les yeux et d'accepter de l'argent, parfois d'une provenance douteuse et en tous les cas distrait des fiscs nationaux. C'est qu'en plus, elle a incité à la fraude en recommandant, par exemple, à ses clients de créer des sociétés offshore qui permettaient on va dire, de faire un paravent supplémentaire pour dissimuler les fonds. Et c'est la banque elle-même qui proposait ces services, qui prenait en plus une commission au passage pour gagner encore plus d'argent, pour créer des offshore, notamment au Panama ou aux îles Vierges britanniques. Des montages financiers illégaux et des sommes de sources très diverses. Si la plupart sont des particuliers souhaitant échapper à l'impôt, elles provenaient parfois du trafic de drogue ou servaient à financer des activités terroristes. Aidés d'une centaine de journalistes de médias du monde entier, les journalistes du Monde ont analysé les milliers de fichiers volés en 2007 par l'ancien informaticien franco-italien Hervé Falciani. Leur but, faire le tri entre les clients légaux et ceux dont le profil est plus suspect. Parmi eux, des personnalités médiatiques comme l'humoriste Gad Elmaleh, des chefs d'entreprise, des sportifs et même des chefs d'État comme le roi du Maroc, Mohamed VI, ou le roi de Jordanie, Abdallah II. Face au scandale SwissLeaks, HSBC se défend, affirmant qu'il s'agit de pratiques anciennes et désormais révolues. Pourtant, la Belgique envisage de lancer un mandat d'arrêt contre les dirigeants de la banque. De son côté, le ministre français des Finances, Michel Sapin, a jugé lundi qu'il fallait être intraitable avec les fraudeurs du passé. Jusqu'à demain, une réunion des ministres des Finances du G20 se tient à Istanbul. Leur objectif, faire de la lutte contre l'évasion fiscale l'un des dossiers principaux de la finance mondiale. Ouais. Alors, on va justement essayer de percer un peu plus cette opération mise à jour. Bonsoir, Johanna Citruc. Bonsoir. Car effectivement, il semble qu'avec ces révélations, on ait ouvert une sorte de boîte de Pandore. Oui, effectivement, en plus de l'enquête qui a été publiée sur sa version papier, Le Monde a mis en ligne sur son site internet quelques informations intéressantes qui ont été révélées par les autres médias, parce qu'avec plus de 150 journalistes mobilisés dans près d'une cinquantaine de pays, vous imaginez que les trouvailles ont été nombreuses. On va en voir quelques-unes. On commence avec une information du journal suisse Sonntagszeitung, excusez ma prononciation, qui dit donc que les clients de la HSBC se trouvaient, parmi les clients de la HSBC se trouvaient plusieurs grands donateurs d'Al-Qaïda, dont l'argent servait évidemment à financer des actes du groupe terroriste. Ensuite, il y a la chaîne BBC qui révèle qu'entre 2006 et 2007, donc à l'époque des listings, le président de la HSBC, c'était Stephen Green. Or, aujourd'hui, il est ministre du commerce et de l'investissement en Grande-Bretagne, donc un poste encore plus important. Et pour terminer, on va s'intéresser à une information qui vient directement du site des journalistes d'investigation qui ont mené cette enquête. En fait, dans les listings qui ont été étudiés se trouve la profession de chaque client. Il y en a une qui revient souvent, c'est la profession femme au foyer, qui n'en est pas vraiment une. Ça concernerait même plus de 7% des personnes dont les comptes ont été analysés. Mais en regardant de plus près, les journalistes se sont rendus compte que c'était faux dans la plupart des cas. Ça concerne par exemple Marie-Well Lawrence, qui est la fondatrice d'une célèbre agence de publicité. Alors, la fraude fiscale, nul doute qu'il va en être question au sommet du G20 qui se tient actuellement à Istanbul. Oui, depuis ce lundi matin, les ministres des Finances et les banquiers centraux des pays du G20 sont réunis donc en Turquie. Au menu des discussions, évidemment, la fraude fiscale, mais aussi et surtout la croissance mondiale, puisque l'année dernière, en Australie, à Brisbane, les grandes puissances s'étaient accordées à la relancer. Donc, grâce à un plan d'action d'1 millier d'engagements, ces engagements devraient a priori être réduits à quelques priorités par pays. Autre sujet phare de ce G20, c'est évidemment la Grèce. Si l'Allemagne est toujours aussi inflexible, la France, elle, se montre un petit peu plus optimiste. Elle veut croire à un compromis entre le nouveau gouvernement grec et ses créanciers. D'ailleurs, je vous propose d'écouter tout de suite le ministre des Finances, Michel Sapin. Je ne sais pas quelle est la solution. Personne aujourd'hui ne sait quelle est la solution, mais je sais qu'il y a une solution et que nous trouverons une solution pour à la fois respecter le peuple grec, qui s'était exprimé en élisant une nouvelle majorité et un nouveau gouvernement, et en respectant les règles européennes, car la Grèce fait partie de l'Union européenne, fait partie de l'euro, et elle doit respecter les règles européennes.
Voilà donc pour ce sommet du G20 à Istanbul. Merci Johanna Sitruk. Vous citiez tout à l'heure donc ce scandale qui donc éclabousse de nombreuses personnalités, scandale HSBC. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est l'une de ces personnalités citées donc dans cette affaire, et révélation qui coïncide justement avec la visite en France ce soir du souverain marocain. Entretien à l'Élysée avec François Hollande. Il s'agit de dissiper un malentendu qui a considérablement refroidi les relations entre Paris et Rabat. On va en parler avec vous. Claude Senouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste donc à la fois marocain au Maroc et puis ici en Israël. Alors, je suis français de culture et de langue, et bien entendu je suis très, très attaché à la France, comme tous les Français qui ont vécu au Maroc. Je peux dire que je suis marocain de cœur et je suis juif. Ce qui est important de mentionner dans cette perspective du Maroc. Et je veux souhaiter, puisque c'est tout Bishvat, le renouveau des relations, comme le renouveau de la sève dans les arbres pour tout Bishvat. Et bien, je veux souhaiter à la France et au Maroc de retrouver cette... Alors, vous parlez... Justement, cette crise, elle est née de quoi? Finalement, d'un litige portant sur des plaintes qui avaient été déposées contre des dirigeants importants du Maroc. Et le Maroc n'a pas apprécié finalement que la police française s'intéresse à ces affaires. Et c'est quand on sait qui est-ce qui a porté plainte, c'est une association caritative contre la torture. C'est une association chrétienne. C'est le nom de cette association. Alors on ne voit pas très bien ce qu'elle a à faire dans la perspective des relations fondamentales entre le Maroc et la France. Je crois que d'inculper le chef des services de renseignement, de mon point de vue, je trouve ça un peu maladroit. C'est le moins qu'on puisse dire. En allant plus loin, les Anglais disent « Don't bite the hand that feeds you ». Ne mordez pas la main qui vous nourrit. Il y a une situation... Bon, la situation est grave aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Elle est beaucoup plus grave qu'elle l'était il y a un an. Mais il y a des choses qui ne se font pas. Je ne comprends pas comment on peut... d'une certaine manière, agresser le ministre des Affaires étrangères marocain, le fouiller, l'humilier. Moi, c'est quelque chose qui me semble hallucinant. C'est pas le propre de la diplomatie. La diplomatie, on s'assied, on discute, on fait un tour. Alors, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, qui est très importante, il y avait un équilibre. Il y a plusieurs lobbies. Un lobby qui œuvre pour le Maroc et un lobby qui œuvre pour l'Algérie. Le Maroc et l'Algérie ont un conflit. Le nœud gordien de ce conflit, c'est le Sahara occidental. Et donc, à un moment donné, le lobby plus actif du côté du Maroc ou plus actif du côté de l'Algérie. Mais lorsque les Marocains, après ce sentiment d'humiliation, perçoivent que le lobby va beaucoup plus en faveur de l'Algérie, alors les tensions augmentent. Merci beaucoup Claude Senouf pour ce témoignage. Je rappelle donc que vous êtes journaliste marocain et que vous travaillez ici en Israël. On va terminer avec du sport. Des milliers de supporters ivoiriens en liesse qui ont accueilli aujourd'hui leur équipe nationale vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était hier, finale qui s'est jouée au tir au but contre le Ghana et qui consacre également un entraîneur français, Hervé Renard, déjà sacré une première fois avec la Zambie. Lise Baremboum. 23 ans après sa première victoire, la Côte d'Ivoire ravit à nouveau le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Après 2 finales perdues en 2006 et 2012, les éléphants remportent ainsi la 30e CAN en battant le Ghana à l'issue d'une interminable séance de tir au but. Hervé Renard, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, avait déjà remporté l'édition 2012 avec la Zambie. Il est le premier entraîneur français à triompher dans l'épreuve avec 2 sélections différentes. Une séance de pénalty spectaculaire tranchée par un duel de gardiens. Et c'est l'Ivoirien Barry en arrêtant le tir de son homologue Razal Brema qui a délivré les siens. Ironie
ironie du sort, c'est sans leur légende Didier Drogba que les Ivoiriens ont décroché leur titre. Mais Yaya Touré était bien là quant à lui. Je crois qu'il faut féliciter énormément aussi Kopa. C'est vrai qu'il a eu des moments assez difficiles, surtout au pays où il était énormément critiqué. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous donne le trophée. Je crois que c'est un exemple de solidarité. Une défaite cruelle pour les Black Stars présents dans le dernier carré des 5 dernières éditions de la CAN et qui repartent encore une fois sans le trophée convoité. Atteindre la finale, c'était déjà un grand exploit que beaucoup d'autres n'ont pas réussi. Je suis fier de ce qu'on a réalisé, mais je suis encore plus fier de ce qui s'est passé pendant cette compétition. À Abidjan, les Ivoiriens ont fêté leur victoire toute la nuit. Ce sont désormais eux les rois de l'Afrique. Voilà donc pour la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. On va se retrouver dans un instant avec notre page spéciale élections en Israël avec des doutes autour du financement de la campagne du camp sioniste. Et puis Benjamin Netanyahou qui réaffirme son intention d'aller devant le Congrès américain. C'était il y a très peu de temps, justement en Israël. À tout de suite.